ils sont partout. Voilà. Ils sont partout, dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, dans les sols. Une journaliste, Stéphane Aurel, une journaliste du Monde qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui dit « Les perturbateurs endocriniens, c'est le confort moderne qui coule dans nos veines. » Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélanie Popov afin de parler des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques que l'on retrouve désormais partout. Mélanie Popov, médecin, scientifique et citoyenne d'une planète en danger, détaille au travers de son ouvrage « Perturbateurs endocriniens, on arrête tout et on réfléchit », paru aux éditions Rue de l'Échiquier, les origines industrielles de ces substances chimiques ainsi que les conséquences de cette intoxication massive sur la santé humaine et les écosystèmes, sans omettre, bien sûr, la dimension éminemment politique du sujet. Elle nous encourage à agir et à nous protéger, non seulement en modifiant nos habitudes pour diminuer l'exposition aux risques, mais surtout en luttant collectivement. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui et je vous laisse de suite découvrir cet épisode qui, je l'espère, vous donnera des clés pour mieux vous protéger face aux perturbateurs endocriniens. Cet épisode a été enregistré à l'Académie du climat à Paris. Un grand merci à eux d'avoir mis à disposition leur studio de podcast afin que nous puissions nous retrouver, Mélanie et moi. Si vous ne connaissez pas encore l'Académie du climat, je ne peux que vous encourager à vous rendre sur leur site internet ou les suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir les multiples événements qu'ils organisent tout au long de l'année. Allez, c'est parti, je vous laisse écouter cet épisode. Alors moi je m'appelle Mélanie Popov, je suis médecin. J'ai écrit un livre sur les perturbateurs endocriniens qui est sorti au mois de novembre aux éditions Rue de l'Échiquier. Et je suis formée en médecine environnementale et en santé publique. Et j'ai cofondé une association qui s'appelle Alliance Santé Planétaire et qui porte une idée, une démarche de santé globale avec la pensée qu'on ne peut plus exercer la médecine ni penser les maladies sans prendre en compte le dépassement des limites planétaires, y compris la pollution chimique. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à la question des perturbateurs endocriniens. Plus spécifiquement, depuis quand même plusieurs années maintenant. Oui, voilà. Moi, avant, j'étais médecin dans les hôpitaux. Je faisais une autre spécialité, une autre spécialité médicale. Et je me suis, on va dire, redirigée vers à la fois une pratique médicale plus proche de la santé publique, puisque je suis médecin scolaire. Et donc, je fais du dépistage et de la prévention dans les établissements scolaires. Et aussi, en parallèle, avec le côté associatif et puis de vulgarisation scientifique de ces connaissances sur les liens entre l'écologie, l'environnement au sens large et la santé. Alors, je voudrais qu'on plonge directement dans le vif du sujet, à savoir les perturbateurs endocriniens. On va commencer par une définition, parce que je pense que tout le monde a un peu une vague idée de ce que c'est, mais j'aimerais bien qu'on remette les points sur les i et que tu nous définisses ce terme qui est plutôt complexe. Alors, très simplement, les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui perturbent le système hormonal. Ouais. Voilà. Alors, c'est des substances qui, la plupart du temps, sont des substances chimiques synthétisées par l'homme. Elles peuvent être aussi naturelles. Donc, par exemple, certains métaux lourds sont perturbateurs endocriniens, comme le plomb, le mercure, le cadmium. Certaines plantes sont des perturbateurs endocriniens. Le manque de sommeil aussi peut perturber le fonctionnement du système endocrinien. Mais la plupart du temps, ce sont des substances synthétisées par l'homme, des produits chimiques, du plastique, des pesticides, des substances issues de la pétrochimie. Voilà. Alors, peut-être
ce qui est important dans la vulgarisation des perturbateurs endocriniens, c'est de dépasser le côté très technique en mettant les pieds dedans et puis en sortant après en se disant on n'a pas besoin forcément de tout comprendre et tout savoir sur comment ça fonctionne pour pouvoir s'en protéger. Donc on va faire une petite entrée dedans. Voilà. Donc les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui vont imiter une hormone parce qu'elle lui ressemble et donc va venir bloquer ou modifier le message d'une hormone. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une hormone, c'est un messager. Une hormone, c'est un messager qui est fabriqué à un endroit du corps, qui va dans la circulation sanguine jusqu'à un autre organe. Et c'est un système de communication, quoi. Le perturbateur endocrinien va hacker le système de communication du corps. Pourquoi les perturbateurs endocriniens ils sont mauvais pour la santé ? Parce que les hormones sont très importantes dans le fonctionnement de notre corps, en particulier à certains moments de vie. C'est pour ça que les perturbateurs endocriniens ils sont nocifs en fonction du moment d'exposition. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas la dose qui fait le poison, on dit que c'est le moment d'exposition. Les hormones, elles sont importantes pendant la grossesse, pendant le développement fœtal, dans la construction de nos organes, et la petite enfance jusqu'à la puberté. Voilà. Donc c'est ces personnes-là qui sont les plus vulnérables et qu'il faut protéger. Et donc ces hormones, elles servent à quoi ? Elles vont servir à réguler le taux de sucre dans le sang, gérer les stocks de graisse, développer le système nerveux, lancer la fabrication du cerveau, permettre la fonction reproductive, des organes reproducteurs en forme, une production de gamètes, donc de spermatozoïdes et d'ovules en bon état de fonctionnement, en bon état de marche. Et donc le problème, c'est que quand il y a ces perturbateurs endocriniens, en fait, ils viennent imiter le rôle de l'hormone. Et donc notre corps ne sait plus faire la différence, c'est ça ? Notre corps ne sait plus faire la différence et en plus, ce qui est vicieux, c'est qu'une hormone, c'est comme une clé dans une serrure. Il ne faut pas une énorme quantité d'hormones pour ouvrir une porte, pour déclencher une réaction. Il faut une toute petite quantité de l'ordre du nanogramme par millilitre. C'est l'équivalent d'une goutte d'eau dans une piscine olympique. Mais si vraiment au moment où la structure de notre cerveau est en train de se construire pendant les premières semaines de vie fœtale, on n'a pas le bon message, eh bien notre cerveau va mal se développer. Et c'est pour ça que les perturbateurs endocriniens participent à la survenue de troubles du neurodéveloppement, donc les troubles du spectre autistique, les TDAH, les dyspraxie, dyslexie, voilà. Alors, il y a Santé publique France qui a fait paraître un rapport en décembre dernier, donc décembre 2023. Donc, c'est une étude qui s'appelle PEPS-PE, qui recense un peu toutes les maladies qui pourraient être liées aux perturbateurs endocriniens. Il y en a 21. Voilà. Et parmi elles, il y a l'obésité, le diabète, donc des maladies métaboliques, les troubles du neurodéveloppement dont on a parlé, certains cancers, notamment les cancers hormonodépendants, cancer du sein, et cancer de la prostate, et puis des problèmes de thyroïde, des troubles de la fertilité, l'endométriose, SOPK, et des malformations génitales aussi chez les petits garçons. Super, bon, je pense que là on a bien le décor et le contexte, mais qui est indispensable pour comprendre la suite. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc là on a parlé des perturbateurs endocriniens, pour autant ça reste assez abstrait. Où est-ce qu'on les trouve, ces perturbateurs endocriniens, ces molécules dans du plastique? On a un peu ça en tête, mais ailleurs aussi, notamment dans certains tissus, ils sont utilisés en retardateurs de flammes, etc. Donc pour diminuer le risque d'incendie. Est-ce que tu peux nous faire un peu un petit topo des différents endroits qui sont propices à la présence de perturbateurs endocriniens? Alors, je vais commencer par dire quelque chose un peu d'alarmant, mais qu'il faut accepter, en fait. C'est qu'ils sont partout. Ouais. Voilà. Ils sont partout, dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, dans les sols, dans les légumes, les fruits, les œufs, la viande, le poisson. On ne peut pas vivre une vie sans y être exposé. Non. Là, j'ai cité quelques expositions, mais aussi dans notre intérieur, dans notre maison, l'air intérieur est bourré de perturbateurs endocriniens parce que les objets du quotidien en contiennent.
Et les études d'imprégnation, ce qu'on appelle les études de biosurveillance, qui sont réalisées par Santé publique France régulièrement, notamment l'étude Esteban, a montré que 100% de la population était imprégnée en perturbateurs endocriniens, y compris les enfants, et les enfants sont plus imprégnés que les adultes. Parce qu'ils sont plus petits, leur système de détoxification est moins mature, parce qu'ils ont une fréquence respiratoire qui est plus élevée, parce qu'ils mettent plein de trucs à la bouche, notamment des choses en plastique, qui sont près du sol, donc ils respirent plus les poussières domestiques qui sont chargées en polluants. Il faut prendre conscience et dédramatiser ça, il faut prendre conscience que les perturbateurs endocriniens sont partout, tout le monde est imprégné, et ils participent à la survenue de maladies chroniques. Voilà. Il faut les prendre en compte dans le paysage des maladies aujourd'hui. Et donc là, tous les auditeurs et auditrices font une crise d'angoisse. Voilà, et donc c'est là que j'interviens pour dire pas de panique. Voilà, il y a plein de choses à faire. Voilà. Okay. Il y a des fenêtres de vulnérabilité, il faut savoir qu'on est plus vulnérable à ces fenêtres dont on a parlé, donc il vaut mieux les éviter pendant ces périodes-là. On peut les éliminer de notre corps, on peut faire des choses dans sa maison pour diminuer notre exposition, donc il y a plein de choses à faire. Maintenant qu'on a dit ça, si vous voulez, je peux citer quelques noms de perturbateurs endocriniens parce que Moi, je pense les que auditeurs les connaissent. Ouais. Oui, puis c'est important de les nommer. C'est important de les nommer parce que la façon dont est faite la réglementation fait que on fait reposer sur les consommateurs la responsabilité de les identifier et de les supprimer de notre quotidien. C'est une pollution qui est subie. C'est pas choisi parce que c'est pas marqué sur les étiquettes. Donc effectivement, il faut connaître les noms pour pouvoir s'en protéger au bon moment de notre vie. Donc les noms, c'est les phtalates, les bisphénols, les PFAS, les fameux PFAS, les retardateurs de flamme, les parabènes, les éthers de glycol. Qu'est-ce que je peux dire encore Alors je peux vous dire où est-ce qu'on les trouve. On les trouve principalement dans le plastique. Parce que ce sont des substances qu'on va rajouter au plastique pour leur donner les propriétés voulues. Donc par exemple, le phtalate, ça sert à assouplir le plastique. C'est comme ça qu'on fait des rideaux de douche, qu'on fait des tubulures pour les perfusions et des poches de soluté. Les bisphénols, on en trouve dans les contenants alimentaires. Les PFAS, donc on y reviendra, mais c'est des molécules qui sont partout parce que tout simplement elles sont super utiles. Il y a une journaliste, Stéphane Aurel, une journaliste du Monde qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui dit « Les perturbateurs endocriniens, c'est le confort moderne qui coule dans nos veines. » Et c'est presque comme si c'était un prix à payer pour avoir des objets beaux, résistants, pratiques, colorés, confortables, adaptés à des besoins qui sont parfois créés. Alors c'est le prix à payer pour notre confort, mais moi j'aime bien dire que pour le confort d'une partie de l'humanité, on en reviendra après, mais bon, les produits qu'on achète, ils exposent, et la façon dont ils sont produits expose d'autres personnes que nous, voilà, puisque la manufacture des objets est délocalisée dans les pays du Sud global. Voilà. Donc les cosmétiques, on peut revenir à où est-ce qu'on les trouve. Donc dans les cosmétiques, dans les textiles. Textiles, c'est vraiment une grosse source de perturbateurs endocriniens, en particulier les textiles de la fast fashion, parce que les tissus utilisés vont être des tissus synthétiques. Par exemple, le polyester. Le polyester, c'est du pétrole, c'est du plastique, c'est ni plus ni moins que du plastique. Des PFAS dans le textile, il y en a dans les vêtements imperméables, parce que c'est déperlant. Toutes les matières Gore-Tex, etc. Ouais. Mais on en trouve aussi dans des endroits improbables, les lentilles de contact, les cordes de guitare, les peluches pour les enfants. Ce serait plus rapide de lister là où on les retrouve pas, en fait. Ouais, exactement. Mais les peluches pour les enfants, par exemple, on les traite avec des retardateurs de flamme. Ouais. Retardateurs de flamme bromés. Alors, petit point technique vraiment pour comprendre. En fait, le brome, c'est un élément chimique qui est très proche de l'iode. Et l'iode est très utile à la thyroïde pour fabriquer les hormones thyroïdiennes.
Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Le brome, il va remplacer l'iode dans la thyroïde et perturber la production d'hormones thyroïdiennes. Et hormones thyroïdiennes qui sont très importantes au développement du système nerveux. Voilà. Donc, voilà. Et c'est pour ça que on en reviendra sur les mesures individuelles. Mais moi, je conseille vraiment, en particulier aux femmes enceintes, de prendre du sel qui est supplémentaire en iode pour saturer sa thyroïde avec le bon élément. Pour pas que le brome il vienne prendre la place. Que la thyroïde aille chercher. Voilà, autre chose qui ressemble mais qui n'est pas d'iode. Bon. Donc, ces peluches pour les bébés sont traitées au retardateur de flamme. Mais j'ai une question à poser, c'est est-ce qu'on a besoin que les peluches des bébés soient traitées au retardateur de flamme ? On s'éclaire plus à la bougie, on se chauffe plus, en tout cas pas exclusivement avec de la combustion, enfin des feux de cheminée. Finalement, le bénéfice apporté par un traitement au retardateur de flamme, des peluches, des matelas, des canapés, franchement, non, même les pompiers, enfin, j'ai posé la question à des pompiers, c'est est-ce qu'il y a vraiment un gain de temps pour vous, pour éteindre un feu grâce au retardateur de flamme dans les objets du quotidien, hein, je parle pas de leur tenue à eux, voilà. Et ben ils disent pas vraiment, ça va retarder le feu de quelques secondes, mais les pompiers ils ont besoin que ça soit retardé de 15 minutes pour que ça ait un réel effet. Donc pas forcément. Et d'ailleurs les pompiers, là il y a, je crois que c'est un envoyé spécial qui avait été fait sur les pompiers, ils ont un taux de cancer de testicules qui est plus élevé que la population. Parce qu'ils sont exposés en permanence. En permanence, parce qu'il y en a dans les mousses anti-incendie et dans les revêtements, dans les équipements de protection individuelle. Mais bon, là, c'est vraiment, quand on pèse la balance utilité-risque, il y a vraiment une utilité. Oui, pour eux, ça fait sens, bien sûr. Il y a tout à repenser, mais on y reviendra un petit peu après, sur les enjeux, en fait, et à quel point on est, tu le disais, victime, ou en tout cas pris dans un système, on a le doigt dans un engrenage, quoi. Tu as mentionné un petit peu les PFAS. En ce moment, on en parle beaucoup, hein, c'est une actualité brûlante du moment, et à juste titre. Il y avait notamment eu une grande enquête dans le monde il y a quelques mois maintenant, peut-être 1 an, sur ces polluants éternels. Quelle est leur particularité ? Donc, ce sont des perturbateurs endocriniens, ça on l'a dit. Ils ont cette particularité d'être ce qu'on appelle polluants éternels. Est-ce qu'ils sont plus dangereux que d'autres, moins dangereux ? Voilà, est-ce que tu peux nous les distinguer un petit peu ? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais finalement, j'ai l'impression, en tout cas dans les médias, que tu vois, on nous dit pas vraiment que ce sont des perturbateurs endocriniens. Maintenant, on les appelle PFAS. Et puis, on les sort un peu de cette catégorie. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut comprendre qu'un perturbateur endocrinien, c'est un mécanisme, en fait. C'est un peu comme si je disais un cancérogène. Ouais. Voilà. Et un PFAS, c'est une molécule qui va avoir des effets sanitaires, des effets sur la santé, cancérogènes et perturbateurs endocriniens. Voilà. Les pesticides, c'est pareil. Les pesticides, environ 2/3 des pesticides sont des perturbateurs endocriniens et certains aussi sont cancérogènes et peuvent être les deux à la fois. Voilà. Donc, faut essayer de faire la différence entre la substance et le mécanisme d'action. Voilà. Donc, un PFAS est un perturbateur endocrinien, mais aussi un perturbateur du système immunitaire, mais aussi un cancérogène. Alors, qu'est-ce que c'est les PFAS ? Alors, je vous invite à aller regarder le docu de Camille Etienne qu'elle a fait au moment, disons, pour faire prendre conscience aux gens de la menace pour la santé et l'environnement que ça représente. Et moi, je suis vraiment admirative de Camille Etienne parce que, alors, c'est pas la seule à agir contre les PFAS, mais là, en très peu de temps, elle a réussi à rendre ce sujet un peu populaire. Elle lui a apporté une grande visibilité. Grande visibilité, ouais. Avec des vidéos de vulgarisation scientifique et avec des moyens de lutter individuellement et collectivement contre les PFAS, ce qui a fait qu'il y a cette loi qui a été votée à l'Assemblée nationale il y a 10 jours contre les PFAS. Donc, PFAS, qu'est-ce que c'est ? C'est une substance qui existe depuis les années 40, qui a été créée un peu par hasard dans un laboratoire et on a vu que c'était une molécule très très résistante parce que, bon, alors pour ceux qui aiment bien la chimie, c'est des substances qui ont des liaisons carbone-fluor, qui sont des liaisons qui sont très 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 solides.
et donc qui vont persister très longtemps dans les milieux, très longtemps dans notre corps et très longtemps dans l'environnement. À la base, ces substances étaient utilisées comme revêtement de protection contre les blindés pendant la guerre. Et puis, il a bien fallu leur trouver une utilité commerciale autre, puisque la guerre était terminée. Et donc, on l'a mis dans plein d'objets, dont les poils anti-adhésifs. Aux États-Unis, il y a eu le film Dark Waters qui a mis en lumière le scandale des PFAS, et qui a montré que la pollution des rivières autour des usines qui fabriquent les PFAS entraîne des maladies, en particulier dans la faune. Ça, c'est pour dire que les PFAS sont connus depuis très très longtemps, surtout aux États-Unis, et les effets sanitaires des PFAS, ça fait des années qu'on sait qu'ils sont dangereux pour la santé. Polluant éternel, alors c'est marrant, c'est un mot un peu poétique pour parler de ces molécules, mais moi, je ne veux pas adoucir les PFAS et les polluants éternels, mais je trouve qu'il met bien en lumière le fait qu'ils sont persistants et qu'ils vont rester très très longtemps dans l'environnement. Comme beaucoup de perturbateurs endocriniens d'ailleurs. Par exemple, si je prends la chlordécone, donc on estime que le chlordécone persiste environ 700 ans dans les milieux. Ouais. C'est pour ça que cette histoire de pollution chimique, donc de perturbateurs endocriniens, de pesticides, de plastique, de PFAS, toutes ces substances libérées sans contrôle par centaines de milliers de tonnes dans l'environnement chaque année, ça pose une question aussi d'éthique générationnelle. Parce que là, on pose souvent la question, serons-nous des bons ancêtres selon notre... Voilà, là, on n'est pas des bons ancêtres. On est en train de polluer des milieux et de modifier durablement les conditions d'habitabilité de la Terre pour ceux qui vont passer après nous. Et ça pose aussi une question d'éthique spatiale. Pourquoi ? Parce que, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, les produits manufacturés, le plastique, la production industrielle, on va dire, d'objets du quotidien est délocalisée dans les pays du Sud global. Et tous les ouvriers et les ouvrières, on peut prendre les jouets, les objets électroniques, les textiles, polluent localement les milieux et intoxiquent les travailleurs là-bas. On parle de pollution coloniale. C'est une histoire les perturbateurs endocriniens et la pollution chimique. Moi, je veux vraiment faire passer le message que c'est un problème d'injustice environnementale, quoi. Voilà. C'est injuste pour certaines catégories de personnes qui y sont plus exposées et c'est injuste pour nos descendants. Tout à fait. Et tu fais une transition parfaite avec le prochain sujet que je voulais aborder, à savoir la réglementation, les interdictions, parce que c'est quelque chose qui ressort. On est quand même victime en tant que consommateur, consommatrice de tout ça. On en est où aujourd'hui d'un point de vue interdiction ? Alors si on revient sur nos perturbateurs endocriniens, mais finalement, tout ça, tu vois, tout à l'heure, tu parlais aussi des pesticides. Tout ça, c'est le même combat. Mais aujourd'hui, on parle des perturbateurs endocriniens. Alors, on va revenir sur nos perturbateurs endocriniens, mais on en est où de ces interdictions ? Il y a eu quelques interdictions. Il y a eu quelques interdictions. Pas suffisantes. Pas suffisantes parce que elles se font, en tout cas à l'échelle de l'Europe, en Europe, l'interdiction se fait molécule par molécule. Voilà. Donc, l'exemple que j'aime bien donner, c'est le bisphénol A, qui a été interdit dans les biberons. Ok. Sauf que le bisphénol A, il n'était pas utilisé pour rien. Il était utilisé parce il donnait au plastique des propriétés intéressantes. Ça rendait le plastique plus transparent, plus solide. Et donc, l'interdiction de un bisphénol a donné lieu à ce qu'on appelle une substitution regrettable par d'autres bisphénols. En plus, on a dû en mettre plusieurs pour faire le même effet que le bisphénol A. Donc, il y a le F, il y a le S. Et ces bisphénols, ils ont
c'est des analogues chimiques. Ils ont les mêmes effets sur la santé. Alors, on pouvait le deviner, mais là, les études sur le bisphénol S et F montrent que c'est aussi des perturbateurs endocriniens et qu'en plus, ils restent plus longtemps dans l'organisme. Voilà. Une substance chimique, il faut 3 mois pour la mettre sur le marché. Il faut 10 ans pour l'interdire. Donc, si on interdit les molécules, les substances une par une, en sachant qu'il y en a des dizaines de milliers. Les PFAS, par exemple, il y en a environ 10 000. Il y en a 4 qui ont été réglementés. Nickel. Voilà. Donc, ça va prendre des siècles. On le verra pas, nous, je pense. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il faut les interdire par famille entière. Donc là, grosse avancée. Il y a une proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée, qui a été porté par un député écolo, Nicolas Thierry, qui a proposé « Interdisons les PFAS », la famille des PFAS. Bon, très bien. Sauf que, et là c'est très intéressant parce que moi je trouve qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, le groupe SEB qui fabrique des ustensiles de cuisine. Les PFAS ont été interdits dans certaines catégories d'objets, mais pas d'autres. C'est comme si je vous disais, ok, l'arsenic, ça vous empoisonne, on va arrêter d'en mettre dans les hamburgers, mais on va les laisser dans les sushis. Je dis n'importe quoi, hein. Et voilà, c'est ça. Donc, les PFAS ont été interdits dans les textiles, dans les cosmétiques et dans les produits de fartage de ski. Youpi, super. Vraiment pas la source d'exposition la plus importante, mais bon. Au départ, dans la proposition de loi, il y avait les ustensiles de cuisine qui étaient concernés par cette interdiction. Donc toutes les poêles avec un revêtement téflon. Exactement. Les faitout, les sauteuses, etc. Voilà, ouais, avec un revêtement anti-adhésif. Et puis tout simplement, il y a eu une mobilisation du groupe SEB qui a fait un travail de lobby auprès de l'Assemblée et les ustensiles de cuisine ont été retirés du projet de loi. Et ça illustre parfaitement pourquoi les perturbateurs endocriniens ne sont pas totalement interdits. Il y a plusieurs raisons. Il y a effectivement les perturbateurs endocriniens. On a vu que c'était dans plein d'objets du quotidien, que c'était le plastique, les jouets, les textiles, les pesticides, les emballages, etc. Donc c'est un énorme marché. Donc derrière, il va y avoir le poids des lobbies de chaque catégorie d'objets, quoi, des jouets, du plastique, etc. Et les lobbies, c'est pas quelque chose de obscur, qui se fait dans l'ombre. Les lobbyistes, c'est des gens qui sont employés par les firmes et qui font un travail à visage découvert avec comme but la défense d'intérêts économiques. Oui. Ce qui est louable, hein. Ils font leur taf. Hein. Bien sûr. C'est, voilà. Ouais, de toute façon, il y a des lobbyistes au sein d'associations, etc. Donc des fois, parce que le terme peut être un peu... le lobbying, ça veut dire travail d'influence. C'est ça. Mais donc il y a du travail d'influence qui essaye de protéger des intérêts économiques, il y a du travail d'influence qui essaye de protéger la santé publique. Voilà. Et l'environnement. Mais là, le problème des lobbies qui protègent les intérêts économiques, c'est que ils ont beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc, ils mènent leurs propres études scientifiques. Donc, ils font des campagnes de désinformation. Ils fabriquent du doute et de la controverse autour du savoir scientifique. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé pour le tabac, pour le changement climatique, pour l'amiante. C'est en train de se passer pour les perturbateurs endocriniens. Oui, mais les perturbateurs endocriniens, on ne sait pas trop. Alors, ça va être une histoire de gain de temps. Comme pour le tabac. Au début, les stratégies, c'est deny, nier. Non, c'est pas vrai, c'est pas mauvais pour la santé. Non, le tabac, ça donne pas le cancer du poumon. Non, les perturbateurs endocriniens, ça donne pas de diabète, c'est pas mauvais pour les enfants, etc. Ensuite, une fois qu'ils peuvent plus nier le fait que c'est dangereux pour la santé, ils vont essayer de noyer le poisson et de dire bon d'accord, les perturbateurs endocriniens c'est mauvais pour la santé, mais regardez, ça aussi c'est mauvais pour la santé. C'est comme ça que les industriels du tabac ont été les premiers à financer des études sur la pollution de l'air pour montrer que, le cancer du poumon était causé par le tabac, mais aussi par la pollution de l'air.
Et tout ça, toute cette Pour détourner création, l'attention, ça quoi. détourne l'attention. Et donc tout ça, cette création de doutes, de controverses, alimenter le débat public avec des choses qui nous dispersent, complexifier, rendre technique un problème, ça leur permet de gagner du temps et pendant ce temps, de continuer à faire du profit en vendant leur substance. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment en France. Pourquoi les perturbateurs endocriniens ne sont pas interdits ? C'est aussi parce que ils challengent la réglementation. À cause de cette histoire de action à toute petite dose, normalement, une substance toxique, elle est réglementée en faisant des seuils d'exposition. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pas possible parce que c'est le moment d'exposition et pas la dose qui fait le poison. Parce qu'il y a l'effet cocktail, dont on n'a pas parlé, qui est vraiment très spécifique aux perturbateurs endocriniens, qui dit que une substance peut avoir 0 effet, mais si elle est mise avec d'autres copines molécules de perturbateurs endocriniennes, elles vont avoir un effet. Donc c'est 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale 1. Voilà. Donc ça, d'un point de vue scientifique, on ne sait pas pourquoi exactement, mais probablement qu'il y a une synergie entre les molécules pour actionner les récepteurs au niveau hormonal. Mais donc ça complexifie. Ça complexifie parce que on peut pas dire une étude scientifique pour montrer que quelque chose est mauvais pour la santé, c'est on prend un groupe de population indemne, donc non exposée, non imprégnée, et on les compare à une population qu'on va exposer. Bon, déjà, d'un point de vue éthique, on peut pas, par exemple, on peut pas prendre une femme enceinte et les soumettre à des perturbateurs endocriniens parce que c'est pas très éthique. Enfin, voilà, pas possible. Et puis on regarde si telle molécule fait apparaître une maladie. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Les molécules, elles agissent par cocktail. Il n'y a pas de population pas imprégnée. Il n'y a pas de population témoin. C'est ça qui est aussi problématique, c'est qu'on est tous imprégnés en perturbateurs endocriniens. Et les maladies, en plus, elles ont plusieurs causes. Donc c'est très difficile de dire, oui, le bisphénol A, ça donne du diabète. Non, le diabète, il est causé par une alimentation trop sucrée, par tout un tas de choses, même par la pollution de l'air, voilà. Et les perturbateurs endocriniens participent à la survenue de cette maladie. Voilà. Donc il faut avoir un principe de précaution. Et aujourd'hui, ce principe de précaution, il n'est pas appliqué. Il existe pourtant dans la loi. Il existe dans la loi. Voilà. Et à défaut de principe de précaution, nous, consommateurs, ce qu'on aimerait avoir, c'est une information sur ce qui compose nos produits pour pouvoir faire le choix d'être exposé à un risque ou pas. Aujourd'hui, on ne connaît pas notre exposition à un risque quand on achète quelque chose. C'est pour ça que c'est une pollution qui est subie et non pas choisie. Dernière chose sur la réglementation, très intéressante, c'est si on prend le tabac, pourquoi les gens ont arrêté de fumer ? Pas parce qu'ils ont pris connaissance de l'effet sur la santé de la cigarette. Parce qu'on a augmenté le prix des paquets de cigarettes, parce qu'on a interdit de fumer dans les lieux publics, etc., parce qu'on a mis des taxes. Donc, le changement de comportement individuel en termes de santé, c'est pas juste savoir que c'est mauvais pour la santé. Il faut que l'action, elle soit individuelle, réglementaire, il faut qu'elle soit partout. Voilà. Et c'est aussi la responsabilité des industriels de mettre sur les étiquettes, d'informer les citoyens avec le Toxiscore, mais c'est aussi à nos élus de prendre des bonnes décisions courageuses. Le Toxiscore aujourd'hui... Non, il n'existe pas. Ça serait un équivalent de Nutri-Score, mais pour les substances toxiques, et c'est un sujet qui est proposé par beaucoup de scientifiques, le Toxiscore. C'est une information sur la toxicité, les risques auxquels nous expose une substance. Enfin, dans d'autres pays, ça existe ou pas pour l'instant ? Je crois pas. Mais c'est une initiative européenne. Non, il n'y a pas encore. Par contre, depuis la semaine dernière, il y a une loi qui a été votée l'hiver dernier et qui doit débuter aujourd'hui, c'est que les industriels ont l'obligation de mentionner la présence de perturbateurs endocriniens sur les étiquettes d'un produit. J'en ai pas parlé avant parce que c'est une mesure qui est certes importante, mais elle reste à la marge parce que il faut télécharger sur son téléphone une application qui s'appelle Scan for Chems. Il faut scanner le produit et que si le produit n'est pas référencé par l'application, il faut demander à l'industriel des informations sur le produit. Voilà.
Donc même si c'est une avancée, nanana, pour moi, en fait, c'est une fausse avancée. Non, on a besoin de quelque chose qui ressemblerait effectivement au Nutri-Score et qui soit affiché sur l'emballage ou sur le produit en lui-même. Ou par catégorie de personnes. Un logo, attention, femme enceinte, ne consommez pas ce produit pendant votre grossesse. Femme enceinte et petits-enfants. Enfants en bas âge et même ados, enfin pré-ado quoi. Pré-ado. Au moment de la puberté. Oui, parce que ça a beaucoup de conséquences aussi sur la puberté. Puberté précoce, j'en ai parlé. Je me souviens quand je rédigeais mon mémoire sur la puberté précoce notamment, alors pas que, mais dans le sud de la France, dans l'Hérault, où là c'était plutôt l'action des pesticides et des petites filles qui sont menstruées à l'âge de 6, 7, 8 ans, des petits garçons aussi qui souffrent de malformations, etc. Ça c'est fréquent aussi. On le disait, au final c'est un peu le Far West quoi, les perturbateurs endocriniens, il y en a partout, on a des réglementations mais qui sont pas suffisantes, qui sont pas à la hauteur des enjeux. Toi dans ton ouvrage, tu proposes quand même des pistes un peu de réflexion pour des actions individuelles, mais aussi des actions collectives. Qu'est-ce que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices qui t'ont écouté et qui maintenant ont envie de passer à l'action collectivement pour se sentir moins seuls, aussi moins démunis? Donc, s'informer, être plutôt en colère qu'anxieux, parce que l'anxiété, ça a aussi quelque chose de paralysant. C'est pas très bon pour la santé. Et c'est pas très bon pour la santé. Identifier son pouvoir d'action. Voilà. Est-ce que on est à une place dans la société qui va nous permettre de influencer des gens, de pouvoir prendre des décisions, par exemple si on travaille dans une collectivité, si on est chef d'entreprise, si on est soignant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a aussi, moi, quelque chose dans lequel je crois fort, ce sont les coalitions de causes, c'est-à-dire un groupe de gens, a priori qui n'a rien à voir, mais qui sont motivés par une cause commune. Par exemple, le plastique dans les cantines. Voilà. Donc ça peut être des associations de parents d'élèves. Quand je dis parents d'élèves, c'est beaucoup les femmes, parce que ça, j'en dis un petit mot rapidement, mais je ne sais pas si vous avez vu que toute cette histoire de perturbateurs endocriniens, c'est une question de gestion de la maisonnée, une gestion des enfants, de faire des courses, de faire à manger, d'acheter des vêtements. Et ça, c'est une charge qui, parce que les femmes ont le statut reproductif et aussi en raison de la façon dont les personnes sont sociabilisées en tant que femmes, on a encore la charge de la domesticité, du foyer, de la maisonnée. C'est une chercheuse en sociologie qui s'appelle Geneviève Pruvot qui parle de ça, de la gestion de la subsistance, de la gestion de la maisonnée. Et que, tout ça, c'est une charge en plus, en fait. Moi, dans mon livre, je parle de charge environnementale de genre. C'est ce care des enfants de l'environnement. Et là, ça nous fait encore un nouveau problème, quoi. Il va falloir qu'on fasse le tri, qu'on jette des trucs, qu'on achète autrement. Une nouvelle charge, en plus une responsabilité, parce que... Et puis, c'est nous qui sommes enceintes. Donc, c'est nous qui avons la charge de créer un utérus sain pour nos enfants. Et moi, j'ai envie de dire, s'il y a des hommes qui nous écoutent, aidez-nous. En fait, c'est pas que notre problème. Et en recréant de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la société, en particulier dans la charge domestique, on diminuera l'exposition, en particulier aux enfants, aux perturbateurs endocriniens. Donc la lutte collective, ça peut être d'informer les autres, de lancer l'alerte, de prendre ses responsabilités en tant que chef d'entreprise, si on travaille dans une industrie. Ça peut être le boycott aussi de certains produits. Puis si on est un élu ou une élue, c'est prendre conscience que face aux perturbateurs endocriniens, on est tous patients. Donc les riches, les pauvres, les femmes, les enfants, les hommes, et on est aussi tous soignants. Moi j'aime bien ce truc de dire la santé, c'est pas que moi, médecin, qui peut la faire. C'est pas que les médecins, c'est pas que les soignants qui font de la santé, c'est plein de monde. C'est les maraîchers, ce sont les industriels, les élus, les urbanistes, les gens qui travaillent dans les collectivités, les gens qui travaillent en crèche. Donc on est tous soignants.
Et la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai pas mal d'espoir, en particulier à l'échelle des collectivités. Il se passe plein de trucs dans les villes. Dans les villes, il y a plein d'élus qui sont au courant, qui sont motivés pour faire changer les choses, pour protéger la santé, avec des mesures qui ont aussi des bénéfices sur l'environnement. Donc, c'est super. Donc ça va être... à Limoges, par exemple, je trouve ça vraiment charmant comme initiative. À Limoges, dans les crèches, ils ont remplacé les plateaux et les barquettes en plastique par des plateaux en porcelaine de Limoges. Ça revalorise l'artisanat local. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des mesures comme les paniers bio pour les femmes enceintes à Strasbourg. C'est des mesures qui sont hyper puissantes. Et qui ont du sens. Et qui ont du sens et qui sont simples. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire. Eh bien, merci beaucoup, Mélanie. Il y a encore plein de ressources et de choses à lire dans ton ouvrage. On n'a bien évidemment pas pu tout raconter. Et vraiment, il est accessible à tous. C'est ce que j'allais dire. Il est très accessible et il n'y a pas besoin de maîtriser le sujet pour le lire. Bien au contraire, il se lit très rapidement en plus. C'est un petit bouquin. Donc voilà, félicitations à toi pour tout ce travail. Merci. Et puis j'espère qu'on pourra enregistrer un nouvel épisode dans quelques années pour célébrer de belles victoires sur le sujet. J'espère aussi. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.